Bon, parlons d'argent. Vous trouvez que votre portefeuille crypto est volatile? Vous trouvez que la bourse est bizarre? Tenez-moi ma bière. Parce qu'avant que l'humanité se ressaisisse avec des trucs ennuyeux comme les pièces en or et le papier, on utilisait comme monnaie des choses tellement stupides que ça vous ferait fondre le cerveau. On s'apprête à plonger dans une histoire économique qui a l'air d'avoir été écrite par un bambin bourré en pleine montée de sucre. Ce n'est pas le cours d'histoire de votre grand-père. C'est une visite guidée à travers le désastre financier de nos ancêtres, où la frontière entre riches et cliniquement cinglés était tout simplement inexistante. On commence par la Sibérie, où il fait tellement froid que votre âme a besoin d'un manteau. Les chamans locaux se défonçaient complètement aux champignons hallucinogènes pour communier avec les esprits. Mais voilà le plus dingue. Le corps humain, dans son infinie sagesse, filtre le poison, mais laisse passer les bonnes substances directement dans l'urine. Alors, naturellement, les habitants ont créé toute une économie autour du fait de boire le pipi du chaman. Les gens échangeaient de vrais rennes vivants contre une bonne tasse d'illumination spirituelle de seconde main. C'est la seule fois dans l'histoire où la théorie du ruissellement économique a été un événement littéral et physique. Imaginez votre relevé de compte. Retrait, un renne, dépôt, une pinte de pipi de chaman. Le contrôle qualité devait être un cauchemar. Cette tournée a l'air un peu faible, Dimitri. Le chaman aurait-il bu trop d'eau? Ça fait passer votre cousin qui a claqué toutes ses économies dans une copie du Dogecoin pour Warren Buffett. 2. Imaginez-vous en vacances sur une jolie plage. Vous voyez un truc gris, cireux et bizarre qui pue les selles de calmar, échoué sur le rivage. Votre instinct vous dit de fuir. Mais si vous l'aviez fait, vous auriez peut-être fui une fortune. Ce bout dégoûtant, c'est de l'ambre gris, un terme chic pour désigner ce qui est essentiellement un genre de boule de poil vomi par un cachalot. Et pour une raison quelconque, les riches à Paris ont décidé que c'était l'ingrédient parfait pour faire durer leur parfum plus longtemps. Le premier type qui a découvert ça devait être un sacré spécimen de taré. « Chérie, j'ai trouvé ce caillou puant sorti des tripes d'une baleine. Je vais me le frotter dans le cou. » Sa femme a probablement divorcé, mais elle ne savait pas qu'il venait de tomber sur l'équivalent olfactif d'un gisement de pétrole. Grâce à lui, les parfums les plus luxueux du monde reposent essentiellement sur une base de vomi de baleine. C'est la blague ultime de la nature aux dépens des riches. 3. Dans les hauteurs des Andes, les arbres relèvent pratiquement du mythe. Alors, pour le combustible, il n'y avait qu'une option principale, la bouse de lama séchée. Parce qu'elle était absolument essentielle pour, disons, ne pas mourir de froid, elle est devenue une monnaie de premier ordre. Oui, les gens étaient payés en caca. C'est la forme de monnaie la plus sûre de tous les temps. On ne peut pas contrefaire du caca. Qu'est-ce que vous allez faire? Fabriquer le vôtre? Cela a donné naissance à une société où votre statut social était directement lié à la taille de votre tas de bouse. Imaginez essayer d'impressionner quelqu'un à un rendez-vous galant. Ouais, mon père a un tas de bouse qui cache le soleil. On est plutôt important, quoi. Plein aux As n'était pas une métaphore. C'était une description littérale de la classe supérieure. La seule menace pour votre fortune était un orage soudain qui pouvait transformer toute votre valeur nette en une bouillie brunâtre et visqueuse du jour au lendemain. C'est un krach boursier qu'on peut sentir à des kilomètres à la ronde. 4. Les riches en ont toujours fait trop, mais un certain Raja himalayen était le roi incontesté de la démonstration de richesse totalement inutile. Dans son palais étouffant de chaleur, il payait ses serviteurs une fortune en or pour un service tout simple. Sprinter jusqu'en haut d'une montagne, ramasser de la neige et redescendre en courant avant qu'elle ne fonde, juste pour pouvoir se servir une boisson fraîche. Ce type était l'influenceur originel, mettant en scène la routine, prépare-toi avec moi, la plus dingue de l'histoire. Ces lits de serviteurs étaient en quelque sorte les tout premiers livreurs DoorDash au monde, livrant un produit avec une durée de vie de 5 minutes pour un client qui avait clairement perdu la tête. Il n'achetait pas simplement de la neige. Il achetait la capacité de rire au nez de la physique et du bon sens. Il payait littéralement des gens avec l'un des actifs les plus stables de l'histoire, l'or, pour un actif qui essayait activement de ne pas exister. C'est un niveau de « je suis riche et je m'ennuie » dont on ne peut que rêver. 5.
Toute monnaie repose sur la confiance, mais certaines cultures ont pris cette idée et l'ont poussée jusqu'au fond d'une forêt. Ils écrivaient littéralement leur reconnaissance de dette et leurs contrats financiers sur des feuilles d'arbre. C'est un système conçu par quelqu'un qui n'a jamais vu le vent. Imaginez le chaos. Mec, je te jure que je t'ai remboursé, mais insère à manger le reçu. Toutes les économies de votre vie pouvaient être anéanties par une bonne rafale ou une chenille particulièrement affamée. Le système juridique devait être une blague. Votre honneur, le contrat de prêt de mon client a été tragiquement composté l'automne dernier. Falsifier un document aurait été aussi simple que de trouver une autre feuille sur la même branche. Ça fait passer l'investissement dans un même coin pour la décision financière la plus sûre que vous puissiez prendre. Ce n'est pas juste un marché volatile. C'est un marché biodégradable, l'investissement vert, originel, dans le sens le plus stupide imaginable. 6. Bienvenue dans le Londres du XVIIIe siècle, en pleine folie du gin, où la ville fonctionnait essentiellement à coups d'alcool bon marché et de mauvaises décisions. Certains propriétaires d'usines, qui étaient de toute évidence des génies du mal, se sont mis à payer leurs ouvriers en partie en gin. Ce n'était pas une prime, c'était un piège. Votre salaire était quelque chose qui vous encourageait activement à être un employé lamentable. Comment voulez-vous épargner pour l'avenir quand votre compte épargne est une bouteille de gin qui vous fixe depuis le plan de travail de la cuisine, en vous murmurant des mots doux? Le service des ressources humaines de l'entreprise avait probablement un coin-gueule de bois, attitré au lieu d'un plan de retraite. C'était l'arnaque d'entreprise parfaite, une monnaie qui servait en même temps d'outil pour garantir que ses détenteurs ne seraient jamais assez sobres pour réaliser qu'on les arnaquait. 7. On n'a même pas besoin de remonter si loin pour ce genre de choses. Dans certaines régions d'Afrique sortant de conflits, quand la monnaie officielle avait à peu près autant de valeur que du papier toilette, les gens se sont mis à utiliser des capsules de bouteilles de bière. C'est un système tout droit sorti du manuel du jeu vidéo Fallout. Tout a commencé parce qu'une marque de bière avait lancé une promotion avec des lots à gagner, si bien que chaque capsule avait une valeur potentielle. Bientôt, une capsule de Guinness est devenue l'équivalent d'un billet de 20 $, tandis qu'une capsule de soda de contrefaçon faisait à peine office de centime. Il faut imaginer un type du marketing, dans une salle de réunion en Europe, n'ayant absolument aucune idée qu'il venait de devenir le nouveau président de la banque centrale de toute une région. La richesse n'était plus silencieuse. C'était le cliquetis bruyant et métallique d'une poche pleine de ferraille. Essayer d'acheter quelque chose de cher devait être un cauchemar. Débarquer avec un sac poubelle rempli de capsules, comme un Père Noël dérangé. 8. Quand la civilisation appuie sur le bouton de réinitialisation, une monnaie finit toujours par émerger des décombres, la cigarette. Après la Seconde Guerre mondiale, on pouvait acheter le dîner de toute une famille pour quelques Marlboro. En prison, c'est encore l'étalon or. La cigarette est le James Dean des monnaies. Elle est cool, elle est mauvaise pour la santé, et tout le monde en veut secrètement. C'est la seule forme d'argent qui est livrée avec son propre compte à rebours mortel intégré, cherchant activement à tuer son propriétaire. Et d'un point de vue économique, c'est parfait. Elle encourage la dépense parce qu'on brûle littéralement son argent. On ne va pas thésauriser les économies de toute une vie si ces économies vous tentent en permanence d'aller sur le perron pour une pause de 5 minutes loin de l'existence. C'est la monnaie la plus honnête au monde, parce qu'elle vous dit exactement ce qu'elle vaut. Quelques minutes de paix dans un monde devenu fou. 9. Aux îles Salomon, si vous vouliez acheter un cochon, un terrain ou même une épouse, vous ne sortiez pas un portefeuille. Vous ouvriez un sac rempli de dents. Plus précisément, des dents de dauphin. On parle de milliers et de milliers de dents, percées et enfilées en colliers élaborés. C'est une économie avec un sombre secret denté, car les dauphins ne font pas don de leurs incisives de leur plein gré. L'ensemble du système était un cauchemar logistique. Imaginez la planification financière. Bon chéri, si on veut acheter ce nouveau canoë, il va falloir que j'aille faire un retrait sur une trentaine de dauphins. Ça donne un tout nouveau sens à l'expression « payer les dents de la mer ». Et on ne peut s'empêcher de se demander s'ils avaient des dentistes qui arrondissaient leurs fins comme faussaires, essayant de faire passer des dents de requin pour des vrais. C'est la monnaie la plus joyeuse et en même temps la plus terrifiante de tous les temps. I10,
Vous avez probablement entendu l'expression « si pauvre qu'on en mange de la terre ». Eh bien, dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique du Sud, ce n'était pas une métaphore, c'était une stratégie financière. Les gens utilisaient de l'argile comestible spécialement préparée, à la fois comme complément alimentaire et comme forme de monnaie. C'étaient de petits gâteaux de terre, riches en minéraux, que l'on pouvait soit échanger contre un poulet, soit, si le marché était calme, tout simplement dévorer au déjeuner. Voilà ce qu'on appelle un actif polyvalent. Votre argent ne faisait pas que brûler un trou dans votre poche. C'était aussi un en-cas potentiel. Réfléchissez aux implications économiques. Une famine pouvait provoquer une inflation massive, puisque les gens se mettaient littéralement à manger leurs économies. C'est la seule monnaie de l'histoire où votre patrimoine net pouvait être directement affecté par le fait d'avoir sauté ou non le petit déjeuner. 11. Dans la Chine ancienne, au Tibet et en Sibérie, la monnaie multi-usage par excellence était la brique de thé. C'était exactement ce que le nom suggère. Une brique massive et compressée de feuilles de thé, si dense qu'on aurait probablement pu construire une maison avec. C'était le couteau suisse de l'argent. Si vous aviez besoin d'acheter un cheval, vous remettiez quelques briques. Si vous aviez soif, vous en rabottiez un coin et vous vous prépariez une tasse. Si vous étiez malade, vous l'utilisiez comme remède. Si quelqu'un vous agaçait, vous pouviez probablement l'assommer avec. C'était une monnaie qui était à la fois une boisson, un complément santé et une arme potentielle. C'est l'argent parfait pour les survivalistes. Aucune autre monnaie dans l'histoire ne pouvait résoudre autant de vos problèmes en même temps. 12. Les Aztèques et les Mayas étaient bien en avance sur leur temps, faisant tourner tout leur empire grâce à une substance qui nous obsède encore aujourd'hui, les fèves de cacao. L'économie était littéralement alimentée par le chocolat. 100 fèves pouvaient vous acheter un dindon et quelques-unes suffisaient pour une paire de tomates. Mais qui dit grand chocolat dit grande responsabilité et aussi grande criminalité. Les faussaires fabriquaient minutieusement de fausses fèves de cacao en argile, puis les mélangeaient habilement au vrai. Imaginez l'immense déception. Vous pensez être riche, vous allez au marché pour acheter un nouveau pagne et le marchand casse l'une de vos fèves en deux pour révéler que ce n'est que de la terre. C'est le système économique le plus délicieux et pourtant le plus déchirant de tous les temps. 13. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient le mot « salaire » ? Yes. Il vient du mot latin « sal », qui signifie sel. Dans la Rome antique, le sel était une denrée incroyablement précieuse, utilisée pour conserver la nourriture dans un monde sans réfrigérateur. Les soldats romains étaient souvent payés en sel, ou recevaient une allocation pour en acheter. Cela signifie que la paie d'un légionnaire romain était littéralement un sac d'assaisonnement. Vous imaginez les soldats se plaindre ? Gaius a reçu un plus gros tas de sel que moi, et tout ce qu'il fait, c'est garder l'aqueduc. Cela signifie aussi que si vous renversiez accidentellement votre salière au dîner, vous ne faisiez pas simplement du désordre. Vous commettiez un acte de mauvaise gestion financière catastrophique. Renverser le sel, ce n'était pas juste de la malchance. C'était comme mettre le feu à une pile de billets. 14. Dans la Chine et l'Inde ancienne, l'une des formes de monnaie les plus populaires était quelque chose que vous avez probablement dans votre cuisine en ce moment même, la racine de gingembre. C'était la monnaie primitive parfaite. Elle était légère, sentait merveilleusement bon, pouvait être facilement divisée en petits morceaux et ne se gâtait pas pendant longtemps. De plus, elle avait des usages médicinaux, donc c'était comme transporter un portefeuille capable aussi de soigner vos maux d'estomac. Vos finances personnelles étaient aussi votre programme de bien-être personnel. C'était une monnaie qui rendait chaque transaction merveilleusement parfumée. Imaginez un marché non pas rempli d'odeurs de sueur et d'animaux, mais du plaisant arôme épicé du gingembre. C'est probablement la seule économie de l'histoire où l'inflation aurait eu une odeur absolument délicieuse. 15. Dans la Virginie coloniale, les colons anglais découvrirent une culture qui poussait si bien qu'elle devint pratiquement une licence pour imprimer de l'argent, le tabac. Ce n'était pas simplement une culture de rente, c'était littéralement de l'argent. On pouvait payer ses impôts en tabac. On pouvait être condamné à une amende en tabac. On pouvait même payer ses frais de scolarité au College of William and Mary avec d'énormes barils de cette substance. Cela créa une génération d'étudiants qui fumaient littéralement leur fonds d'études.
La stabilité économique de toute la colonie montait et descendait avec la qualité de la récolte de tabac. Une mauvaise année de récolte n'était pas seulement un problème agricole. C'était une récession en bonne et due forme. C'était une économie complètement dépendante de sa propre monnaie, au sens le plus littéral du terme. 16. Sur les îles Fidji, le symbole ultime de statut social et la forme de monnaie la plus précieuse n'était ni l'or ni les bijoux. C'était une dent de baleine, plus précisément de cachalot. Ces dents, appelées tabua, étaient maintes et considérées comme si sacrées et puissantes qu'en offrir une constituait la forme de négociation la plus solennelle à laquelle on pouvait se livrer. On les utilisait pour arranger des mariages, sceller des alliances ou s'excuser d'une bourde monumentale. C'était l'équivalent fidjien de faire glisser une mallette pleine de billets à travers une table, sauf que la mallette était une molaire de baleine. Plus la dent était grosse, plus on vous prenait au sérieux. Cela devait créer une dynamique étrange où la santé dentaire d'une baleine pouvait avoir un impact direct sur la diplomatie internationale et le marché matrimonial local. 17. Les tribus amérindiennes du Nord-Est possédaient une monnaie magnifique et sophistiquée appelée wampum, constituée de perles finement ouvragées fabriquées à partir de coquillages. Sa fabrication était difficile, ce qui lui conférait une valeur intrinsèque. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce que les Européens débarquent et découvrent cela. Leur esprit colonialiste n'y voyait ni art ni culture. Ils y voyaient une opportunité commerciale. Ils installèrent immédiatement des ateliers équipés de forêts en acier de haute technologie et commencèrent à produire en masse des perles de wampum par millions. Ils utilisèrent ensuite ces perles contrefaites pour acheter littéralement tout, y compris la majeure partie de l'actuel Manhattan. Ce fut l'un des premiers et des plus dévastateurs exemples d'hyperinflation dans les Amériques. Les colons firent tout simplement s'effondrer l'économie autochtone avec des imitations bon marché produites en série. C'est l'équivalent historique de quelqu'un qui paierait une Lamborghini avec un camion rempli de billets de 100 $ photocopiés. 18. À la fin du XVIIe siècle, la colonie française du Québec connaissait une pénurie massive de monnaie parce que le navire transportant tout l'argent depuis la France était en retard, probablement coincé dans les embouteillages ou en train de combattre un kraken. L'administrateur colonial, un homme aux nerfs d'acier et au sens du spectacle, trouva une solution brillante, quoique insensée. Il rassembla toutes les cartes à jouer de la colonie, les signa et les déclara monnaie légale. Du jour au lendemain, un valet de pique valait 1 semaine de salaire et un as de cœur pouvait vous acheter une vache. Cela transforma l'économie de toute la colonie en une partie de poker à enjeux élevés. Imaginez les disputes. Je relance de 2 rois et un 10 de trèfle. Désolé, je n'ai que des dames. Je n'ai pas les moyens. C'était le système financier le plus littéralement jouer son avenir jamais conçu. 19. Vous avez probablement utilisé le mot « buck » pour désigner $1. Mais vous êtes-vous jamais demandé pourquoi? C'est un vestige direct de l'époque de la frontière américaine, quand la monnaie officieuse pour le commerce entre les colons et les Amérindiens était la peau de cerf. Une seule peau de daim de bonne qualité constituait l'unité de valeur standard, un buck. Cela signifie que le commerce américain des premiers temps était essentiellement un gigantesque marché du cuir à l'échelle d'un continent. Le troc était une affaire très directe. Ce fusil vous coûtera 10 bucks, signifiait qu'il fallait littéralement claquer 10 peaux de cerf morts sur le comptoir. Cela donnait aussi un sens tout nouveau et sinistre à l'expression « se faire un buck rapide ». C'était une économie rude et virile, où votre richesse était directement proportionnelle à votre habileté à tirer sur Bambi. 20. Au Congo, pendant des siècles, une forme populaire de monnaie était la croix du Katanga. Il s'agissait de lingots de cuivre coulés en forme de X, allant d'une taille assez petite pour tenir dans la main à une taille assez grande pour constituer un véritable risque de trébuchement. Leur valeur était étonnamment standardisée. Une seule petite croix pouvait vous acheter un poulet. Quelques-unes de plus pouvaient vous procurer une chèvre. Et pour un ensemble d'environ 10 grandes croix, on pouvait acheter une épouse. C'est une façon terriblement directe de quantifier les relations humaines. Imaginez les préparatifs du mariage. Bon, j'ai les croix pour la dot, mais il me manque 2 croix pour le traiteur du mariage. Chérie, a-t-on vraiment besoin de poulet pour tous tes cousins?
C'était un système où votre vie entière, du dîner au mariage, pouvait se mesurer en X de cuivre. 21. Les Italiens, dans leur sagesse culinaire et financière infinie, ont trouvé le moyen de combiner leurs deux plus grandes passions, le fromage et l'argent. Dans la région d'Émilie-Romagne, les banques acceptaient d'énormes meules de Parmigiano Reggiano authentiques comme garantie pour des prêts. Ce n'est pas une blague. Encore aujourd'hui, il existe en Italie des coffres-forts bancaires climatisés remplis non pas de lingots d'or, mais de dizaines de milliers de meules de fromage, d'une valeur collective de plusieurs millions d'euros. C'est la forme de garantie la plus délicieuse qui ait jamais existé. Si vous ne remboursez pas votre prêt, la banque ne saisit pas votre voiture, elle saisit votre fromage. Cela signifie aussi que les braqueurs de banque en Italie devraient apporter non seulement des perceuses et des explosifs, mais aussi une boîte de crackers et une bouteille de vin pour le casse parfait. 22. Sur l'île antique de Crète, la civilisation minoenne était florissante, et toute leur économie était lubrifiée par une seule chose, l'huile d'olive. Mais ce n'était pas un simple commerce informel. Ils fabriquaient des jarres d'argile standardisées, appelées spitois, et une jarre pleine d'huile d'olive de haute qualité constituait une unité de valeur reconnue. C'était de l'or liquide. Votre richesse était stockée dans des pots géants incroyablement fragiles. Imaginez l'angoisse. Un serviteur maladroit, un léger tremblement de terre, et toute la fortune familiale pouvait finir en taches graisseuses sur le sol. La ruine financière n'était qu'à un faux pas. Vous auriez dû dire à vos enfants « Désolé les enfants, on ne peut plus se permettre l'université. Papa a trébuché sur le compte épargne ce matin. » 23. Dans l'Égypte ancienne, la monnaie ne concernait pas seulement ce que l'on pouvait acheter dans cette vie, mais aussi ce que l'on pouvait emporter dans l'autre. Pour les transactions quotidiennes, on utilisait du grain et d'autres marchandises. Mais pour l'épargne à long terme, l'un des actifs les plus stables était le lin de haute qualité. Il s'agissait de rouleaux de tissu finement tissés, connus sous le nom de shtei, qui conservaient leur valeur pendant des décennies. Les gens en accumulaient d'énormes quantités comme forme de richesse. Et voici le plus beau. Quand on mourait, on était momifié et enveloppé dans des centaines de mètres de son plus beau lin. On était littéralement enterré dans les économies de toute une vie. C'était l'acte ultime consistant à tout emporter avec soi, garantissant que l'on arrivait dans l'au-delà non seulement bien conservé, mais aussi incroyablement riche et fabuleusement bien habillé. 24. Les Grecs anciens nous ont donné la philosophie, la démocratie et les Jeux olympiques. Ils nous ont aussi donné l'une des formes de monnaie les plus stupides et les plus peu pratiques jamais conçues, les broches en fer. Avant d'inventer les pièces de monnaie, les Grecs de certaines régions utilisaient ces longues et encombrantes tiges de métal. Du genre de celles qu'on utiliserait pour rôtir un bœuf au-dessus d'un feu, comme monnaie d'échange. On les appelait oboloi. Pour effectuer un achat conséquent, il fallait trimballer une énorme poignée de ces brochettes encombrantes. C'était une monnaie qui essayait activement de vous crever un œil. L'ensemble du système était essentiellement un programme de musculation. Oubliez le portefeuille. Il vous fallait une brouette et un dos solide. Il n'est pas étonnant qu'ils aient inventé les pièces de monnaie. Ils en avaient probablement assez de s'embrocher mutuellement par accident chaque fois qu'ils allaient au marché. Il y a 25, dans l'ancienne cité sumérienne d'Uruk, l'une des premières grandes villes du monde, la bureaucratie inventa un moyen brillamment simple, quoique légèrement désespérant, de payer les milliers d'ouvriers qui construisaient de leur temple massif. À la fin d'une longue journée de labeur éreintant, on était payé avec un bol en poterie standardisé, produit en série, rempli à ras-bord de grains ou de bière. Ce n'était pas qu'un simple paiement. C'était votre dîner, votre boisson et votre vaisselle, le tout réuni dans un seul package déprimant. On l'appelait le bol à bord biseauté, et les archéologues en ont retrouvé des millions, ce qui laisse penser qu'il s'agissait du Tupperware le plus déprimant du monde antique. C'était un système sans aucune possibilité d'avancement financier. On ne pouvait rien économiser, parce qu'on devait manger sa paie chaque soir. C'était l'économie de petits boulots originels, où le salaire journalier suffisait tout juste à garantir qu'on serait en vie pour se présenter au travail le lendemain. Pas de plan de retraite, pas d'avantages sociaux, juste un bol de brouet. 26.
Dans l'Écosse du XVIIIe siècle, en particulier dans les villages reculés où les pièces de monnaie officielles étaient rares, les gens faisaient preuve d'ingéniosité. Le forgeron local était souvent la personne la plus importante du village et son produit le plus courant devint la monnaie locale. Les clous. C'était un système étonnamment pratique. Les clous étaient toujours demandés, avaient une valeur constante et c'était difficile à contrefaire, à moins de posséder une forge et beaucoup de temps libre. Les employeurs locaux, comme les propriétaires de mines de charbon, payaient leurs ouvriers en clous, que ceux-ci pouvaient ensuite utiliser pour acheter des provisions au magasin de la compagnie. C'est une forme de paiement très direct. Votre salaire n'était pas simplement de l'argent, c'était un projet de rénovation domiciliaire en puissance, mais ça devait être un calvaire à transporter. Une poche pleine de monnaie ne teintait pas. Elle vous poignardait la cuisse chaque fois que vous vous asseyez. Imaginez recevoir une grosse prime et devoir ramener chez vous une brouette pleine de clous. 27. Les Vikings étaient en connus pour beaucoup de choses, les pillages, la navigation, les barbes épiques. La subtilité financière n'en faisait pas partie. En matière d'argent, ils avaient un système d'une simplicité brutale, appelé Axilber, ce qui signifie littéralement « argent haché ». Ils ne s'embarrassaient pas de pièces raffinées et uniformes. Ils prenaient tout l'argent qui leur tombait sous la main, bijoux, plats, objets religieux provenant de monastères qu'ils venaient de piller, et le découpaient en morceaux plus petits, de taille aléatoire, à coups de hache. Les transactions se faisaient à l'aide d'une balance. On ne payait pas avec 10 pièces, on payait avec 10 grammes de n'importe quel morceau d'argent qu'on avait dans sa bourse. C'est comme payer ses courses en découpant son argenterie à la caisse du supermarché. C'était la forme de monnaie la plus brutalement honnête et la plus métal de tous les temps. C'était un système financier qui disait « Je me fiche de l'art ou de l'histoire. Tout ce qui m'intéresse, c'est combien pèse ce truc brillant. » 28. Sur la minuscule île pacifique de Yap, le concept d'argent a été poussé jusqu'à sa conclusion la plus absurdement démesurée. Leur monnaie était les pierres de rail, d'énormes roues de calcaire massif percées d'un trou au centre, dont certaines étaient sans plus grandes qu'une voiture et pesaient de plusieurs tonnes. Le meilleur dans tout ça, on n'avait même pas besoin de posséder physiquement sa pierre de rail pour en être propriétaire. Tout le monde sur l'île savait simplement qui possédait quelle pierre géante. Une pierre légendaire, transportée par pirogue, tomba par-dessus bord et coula au fond de l'océan. L'équipage regagna l'île et expliqua ce qui s'était passé. Et le village entier convint collectivement que la pierre restait une monnaie parfaitement valable, même si elle était désormais un bien immobilier pour poissons. C'est la preuve ultime que l'argent n'est qu'une idée sur laquelle nous sommes tous d'accord, même si cette idée se trouve actuellement au fond de la mer. C'est comme une blockchain, mais avec des pierres et une bien meilleure histoire. 29. En Afrique de l'Ouest, le peuple Kissi utilisait une forme de monnaie qui avait besoin de son propre médecin. Les penny Kissi étaient de longues et fines tiges de fer avec une forme en T, distinctive à une extrémité. Elles étaient utilisées en botte pour toutes sortes de transactions. Mais elles obéissaient à une règle très étrange. On croyait qu'elles possédaient une âme. Si un penny Kissi était cassé, on considérait que son âme s'était enfuie, ce qui le rendait sans valeur. Pour le réparer, il fallait apporter les morceaux cassés à un chaman, un sorcier guérisseur, qui accomplissait une cérémonie spéciale pour réassembler les morceaux et restaurer l'âme, moyennant une modique somme, bien entendu. C'est la seule monnaie de l'histoire qui nécessitait une guérison spirituelle et disposait de sa propre forme d'assurance maladie. C'était un système brillant pour les chamans, qui dirigeaient essentiellement la banque centrale et le seul atelier de réparation agréé. 30. Si vous pensiez que la monnaie dotée d'une âme était bizarre, parlons de la monnaie qu'il fallait nourrir. Le peuple Lobi d'Afrique de l'Ouest utilisait des lingots de fer ondulants, en forme de serpent, comme monnaie pour des transactions puissantes et spirituelles. Ce n'étaient pas de simples morceaux de métal inerte. On croyait qu'ils étaient des entités vivantes dotées d'un immense pouvoir. Pour qu'ils restent puissants et efficaces, leurs propriétaires devaient périodiquement nourrir cette monnaie serpent en loignant du sang d'un poulet sacrifié. C'est de la gestion financière d'un tout autre niveau. Il ne suffit pas d'équilibrer son budget. Il faut aussi s'assurer que son argent n'est pas fin et ne se mette pas en colère.
oublier de nourrir son compte d'épargne pouvait avoir de terribles conséquences spirituelles, ce qui en faisait la forme de richesse la plus exigeante et la plus terrifiante de l'histoire humaine. C'est le Tamagotchi des monnaies, mais avec plus de sang. 31. Pendant des siècles dans l'Angleterre médiévale, tout le système comptable du gouvernement reposait sur des tailles de bois. Il s'agissait de bâtons en bois sur lesquels les dettes étaient enregistrées en y gravant des encoches. Le bâton était ensuite fendu en deux dans le sens de la longueur, le débiteur recevant une moitié et le créancier, souvent le gouvernement, recevant l'autre. Les deux moitiés s'emboîtaient parfaitement, ce qui en faisait un système simple et infalsifiable. Mais en 1834, après être passé au papier, le gouvernement se retrouva avec un immense entrepôt rempli de ces vieux bâtons de bois devenus inutiles. Dans un échec spectaculaire de bon sens, on décida que le meilleur moyen de s'en débarrasser était de les brûler dans la chaudière située sous le Parlement de Westminster. La chaudière devint si brûlante qu'elle mit le feu à l'ensemble du bâtiment, réduisant le Parlement en cendres. Ce fut la seule fois dans l'histoire où un gouvernement fut littéralement détruit par son propre ancien argent. C'est l'exemple ultime de « cette réunion aurait pu être un email ». 32. Dans l'Islande médiévale, une terre de volcans, de glaciers et de pas grand-chose d'autre, l'économie reposait sur une denrée cruciale, le poisson. Plus précisément, la morue séchée, connue sous le nom de stockfish. Mais on ne pouvait pas toujours avoir du poisson sous la main. Les Islandais ont donc développé un système sophistiqué dans lequel ils échangeaient des promesses juridiquement contraignantes de poissons futurs. Les marchands troquaient des marchandises contre la promesse que, à la saison de la pêche, ils recevraient une certaine quantité de morue séchée. Ils ont en gros inventé les contrats à terme, des siècles avant Wall Street. Toute votre valeur nette pouvait être immobilisée dans du poisson hypothétique qui n'avait même pas encore été pêché. Cela devait donner lieu à des conversations assez tendues. « Je suis désolé, je ne peux pas vous payer cette semaine. Les morues sont timides. » C'était une économie bâtie sur l'optimisme, la confiance et la certitude que la morue mordrait l'année suivante. C'était le marché financier le plus risqué et le plus poissonneux de l'histoire. 33. Juste au moment où vous pensiez que l'humanité avait peut-être retenu la leçon, on arrive à la Papouasie-Nouvelle-Guinée moderne. Dans la province de Nouvelle-Bretagne orientale, le peuple Tolai utilise encore une monnaie traditionnelle appelée tabu. Qu'est-ce que le tabu? Ce sont des coquillages. Mais ce ne sont pas de simples coquillages ramassés au hasard sur la plage. Ce sont des coquilles de Nassa spécifiques, minuscules, récoltées, séchées et minutieusement enfilées sur de longues tiges de rotin. Cette monnaie est si intégrée dans l'économie locale qu'il existe des marchés dédiés à la monnaie de coquillage et même une banque de monnaie de coquillage avec son propre conseil d'administration et un distributeur automatique qui distribue, des coquillages. Ils ont essayé de la moderniser en estampillant les coquillages avec des numéros de série et en leur attribuant des taux de change fixes. Ils ont essentiellement créé une crypto-monnaie bizarre et organique que l'on peut entendre cliqueter à 1 km à la ronde. C'est la preuve magnifique que, peu importe à quel point nous progressons, une partie de l'humanité regardera toujours un coquillage brillant en pensant « Ouais, j'échangerais carrément un cochon contre ça ». Les humains ont jadis vénéré des pierres, des perruques et des nids d'oiseaux pourris. Alors dites-moi, quel est notre équivalent moderne? Balancez en commentaire la chose de valeur la plus stupide à laquelle vous pouvez penser. Les cryptos, les NFT, les glaçons de luxe, défendez vos absurdités. Et si votre cerveau vient de faire un salto arrière, mettez un like et abonnez-vous. Il y a encore plein d'autres stupidités historiques d'où ça vient.